Très bon réveil, ravi de vous retrouver. Vous êtes sur i24 News, c'est le morning et une actualité chargée ce matin. Voici les titres. L'Arabie Saoudite, tout d'abord, a lancé cette nuit une opération militaire de grande envergure au Yémen, appuyée par 10 autres pays. Les Saoudiens ont bombardé plusieurs cibles de la milice chiite des Houthis. Du nouveau également ce matin dans l'enquête du crash de l'A320. Les boîtes noires révèlent que l'un des pilotes serait resté hors du cockpit et aurait essayé de défoncer la porte. Et puis la dernière ligne droite des négociations sur le nucléaire iranien démarre ce jeudi en Suisse. L'heure de vérité approche. Il reste 6 jours exactement aux équipes pour sceller un accord. Benjamin Netanyahu, officiellement désigné hier soir par le président de l'État pour former la prochaine coalition en Israël. Le coup d'envoi des négociations a donc été lancé ce matin. Entretien marathon pour former au plus vite une majorité de droite et constituer le gouvernement Netanyahu numéro 4. Enfin, elle est le nouveau visage d'Israël, mannequin, actrice. Gal Gadot est désormais l'égérie d'un parfum de grand luxe. Elle est également en train de se faire un nom à Hollywood où elle a été choisie pour incarner la légendaire personnage de Wonder Woman. On revient ce matin sur sa carrière. Bienvenue à tous et bonjour à Maurice et à notre invité Avi Pazner. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Ancien diplomate israélien, notamment ambassadeur en France. On démarre par les situations au Yémen avec votre permission, une situation qui frôle désormais l'incontrôlable. L'Arabie Saoudite, je vous le disais, a lancé cette nuit une vaste opération militaire sur plusieurs cibles chiites, appuyée par 10 autres pays. L'Arabie Saoudite a donc bombardé les rebelles. Ce jeudi, la Ligue arabe se réunit en urgence et les rumeurs sur la fuite à l'étranger du président se poursuivent toujours. Résumé en images signé Joseph Emmanuel. Peu d'experts y croyaient, elle a pourtant eu lieu, l'intervention militaire au Yémen menée par l'Arabie Saoudite. Une opération militaire lancée dans la nuit de mercredi à jeudi avec un objectif, empêcher la chute du président yéménite Hadi, confronté à une rébellion de la milice chiite des Houthis. Ces derniers se rapprochaient depuis plusieurs jours de la ville d'Aden, dans laquelle s'était réfugié le président, une ligne rouge pour l'allié saoudien, qui a donc mis en application ces menaces. L'opération a été lancée sans qu'aucune demande n'ait été déposée auprès de l'ONU et a pris au dépourvu la plupart des experts qui voyaient comme nulles les chances d'obtenir l'assentiment du gouvernement Obama. Mais la Maison-Blanche a indiqué dans la foulée des premiers bombardements saoudiens qu'elle apporterait un soutien logistique à son allié. L'opération inclurait une dizaine de pays dont le Qatar, le Koweït, Bahreïn ou encore les Émirats arabes unis, des pays qui, comme le Yémen, sont sunnites ou dirigés par des familles sunnites. L'objectif est de défendre le gouvernement légitime du président Hadi de tentatives de prise de pouvoir par des milices Houthis au Yémen. L'usage de la force est toujours le dernier recours. Et c'est avec beaucoup de réticence que nous avons fait ce pas avec nos partenaires du Conseil de coopération du Golfe, ainsi que des pays en dehors du Conseil. Les raids ont pris par surprise la population de Sanaa. Plusieurs sites sensibles, tenus par la rébellion, ont été visés par la coalition emmenée par les Saoudiens. La crise au Yémen s'était envenimée depuis septembre 2014, quand les Houthis avaient déferlé sur la capitale pour y contester le pouvoir du président Hadi. Les États-Unis, dont les dernières troupes ont quitté le Yémen vendredi, se retrouvent désormais dans une configuration similaire à celle de l'Irak. Car en prenant fait et cause pour le président yéménite, il se prive de l'appui des milices chiites face aux groupes djihadistes de la région. Une situation qui pourrait renforcer de fait la légitimité des djihadistes qui apparaissent comme les défenseurs naturels des populations sunnites. Avi Pazner, comment vous analysez ce matin cette intervention saoudienne au Yémen? C'est là un développement d'une extrême importance parce que enfin la coalition anti-iranienne s'est mise en action. Qu'est-ce qui s'est passé ici au Yémen? Le Yémen était sur le point d'être pris par des milices chiites ou par des tribus chiites, houthites. C'est-à-dire que l'Iran se serait installé exactement là-bas, avec tous les dangers que cela pose, pas seulement pour les pays arabes, mais pour la libre circulation dans la mer Rouge. Le Yémen peut bloquer Bab el-Mandeb, s'ils le veulent, si l'Iran le décide. L'Iran, qui déjà domine les Hormuz, maintenant ça serait aussi Bab el... C'est-à-dire, c'est d'une portée stratégique régionale. Ce n'est pas inquiétant que ces pays du Golfe décident seuls de s'ingérer dans la situation d'un pays certes voisin, mais d'un autre pays, sans attendre l'aval, le soutien ni de l'ONU, ni de la Ligue arabe, ni de la communauté internationale? Est-ce que l'Iran a attendu le soutien des Nations Unies pour envahir l'Irak, la Syrie, le Yémen? Il faut voir les tentacules de l'Iran
dans tout le Moyen-Orient. Et là, j'espère qu'au Yémen, ça va être coupé. Parce que c'est là une coalition de pays modérés, de pays sunnites modérés, dont l'Égypte aussi fait partie d'ailleurs, la Jordanie aussi, des pays qui sont en paix avec Israël, font partie. Cela a l'aval des États-Unis. L'aval d'Israël qui soutient ces pays sunnites du Golfe? Je crois que oui. Enfin, je ne crois pas qu'il va y avoir de déclaration publique israélienne. Un soutien de renseignement, un soutien... Ah, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je crois qu'en Israël, ce matin, on est satisfait. Parce qu'on est inquiet en Israël de la pénétration iranienne un peu partout. Ils sont partout, les Iraniens. Ils sont déjà sur notre frontière, sur le Golan. Ils sont partout. Et le Yémen, comme je vous ai expliqué, c'est stratégique. Ça peut bloquer la libre navigation vers Elat. Donc, je crois qu'en Israël, on est satisfait par cette intervention. Vous restez avec nous, Avi Pazner. On jette tout de suite un coup d'œil aux grands titres de la presse du Moyen-Orient ce matin. Maurice, la situation au Yémen fait évidemment les gros titres. Absolument, Barbara. On va commencer par Al Jazeera. L'Arabie Saoudite et une coalition d'alliés régionaux lancent une offensive militaire contre les rebelles houthis qui ont déposé le président yéménite soutenu par les États-Unis, insiste Al Jazeera. L'ambassadeur saoudien aux Nations Unies confirme que les bombardements ont débuté à 7h ce matin. Il a tenu à préciser que les États-Unis coordonnaient de très près l'offensive. Alors, selon le correspondant d'Al Jazeera à Sanaa, le palais présidentiel, le QG de la police et de l'état-major ont été pris pour cible par les jets saoudiens. Et L'Orient le Jour revient lui aussi sur le rôle des Américains dans le pays. Oui, L'Orient le Jour, la chute du président yéménite soutenu par les États-Unis, encore une fois on insiste là-dessus, met fin à la stratégie antiterroriste menée par le président Obama. L'Orient le Jour est donc allé chercher l'avis d'un ancien responsable de la CIA sur le dossier yéménite. Pour John Alterman, les Américains ne doivent pas chercher la défaite des milices chiites, et ce, au risque de contribuer à la cristallisation d'un conflit larvé entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Il vaut mieux, estime l'ex de la CIA, un accord diplomatique qui définisse l'influence de tous à l'intérieur et à l'extérieur du Yémen et accorde un degré d'autonomie aux différentes populations du pays. Et pour Achar Al-Awsat, le ton est plus sévère. On parle de suicide collectif. Oui, Achar Al-Awsat est allé interviewer l'ex-président libanais Amin Gebayel. Et ce qui se produit, a-t-il dit au quotidien, dans le monde arabe est non seulement étrange, mais aussi hautement explosif, que ce soit en Irak, en Syrie, au Liban ou au Yémen. La situation fait peur, dit-il. Elle semble aller vers un suicide collectif dans ces pays. Mais il existe aussi des signes encourageants, constate Amin Gemayel, dans des pays comme le Liban, la Tunisie et la Jordanie. Les États arabes doivent lutter, dit-il, contre les dangers que présente l'islamisme, mais l'alternative au chaos ne doit pas être non plus un retour au régime de dictature. Allez, qu'en pensent les médias israéliens de cette situation? Pour Israël Hayom, c'est la faillite de la politique américaine. Oui, Israël Hayom, le Yémen, exemple de l'échec de la politique américaine au Proche-Orient, titre le quotidien. Il y a à peine quelques mois, Obama évoquait le modèle yéménite comme un succès de la lutte antiterroriste menée par l'administration américaine. Et l'éditorialiste d'Israël Hayom, Boaz Bismuth en l'occurrence, de constater que l'Iran enregistre un nouveau succès et poursuit sa montée en puissance au Proche-Orient. Téhéran n'a plus qu'à obtenir un accord sur le nucléaire pour aller vers un nouveau Proche-Orient où la Perse dominera, et ce, avec la bénédiction d'Obama. Ça a été écrit avant l'intervention saoudite. C'est-à-dire, Boaz Bismuth a écrit son article hier soir. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation différente d'où nous étions hier soir. Et je crois beaucoup plus satisfaisante et pour les États-Unis et certainement pour Israël et les pays modérés de la région. Il faut savoir que les choses ne sont pas jouées du tout au Yémen. On ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer. Il est possible que la coalition arrive à repousser les Houthis, mais ce n'est pas encore gagné. Évidemment. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Voilà, on est en plein développement. Mais en tout cas, on fait quelque chose. Enfin, on fait quelque chose. Allez, on parle également d'un autre sujet ce matin dans la presse israélienne. On va y revenir dans un instant. C'est le Haaretz qui titre sur les négociations sur le nucléaire iranien. On l'a dit, c'est la dernière ligne droite. Oui, mais Haaretz a choisi un angle intéressant dans son édition de ce matin, publié un article sur la façon dont se déroulent les discussions sur le nucléaire en Suisse. Lors du dernier round de pourparlers à Vienne, le niveau d'onde électromagnétique utilisé par les services d'espionnage était si puissant que les diplomates étaient contraints de s'éloigner pour utiliser leur téléphone portable, constate le quotidien. De plus, après la publication d'informations américaines sur un soi-disant espionnage israélien, Haaretz explique que l'on comprend mieux à présent
Pourquoi, à Lausanne, en janvier dernier, John Kerry et Jawad Zarif avaient décidé de faire une petite promenade en ville. Il ne s'agissait pas de prendre l'air, écrit Arès, mais bien plutôt de trouver l'occasion d'avoir une discussion franche, loin des écoutes des services d'espionnage. Voilà, on les voit à l'image. Et on termine par le Yediot Aharonot, le quotidien grand tirage israélien qui revient sur le titre politique du jour. Le titre politique du jour, le président de l'État, Reuven Rivlin, a confié à Benjamin Netanyahu le mandat de constituer le prochain gouvernement. Mais seulement, constate Yediot Aharonot, la mission de Netanyahou débute sur une fausse note. Selon le quotidien, Moshe Kahlon a décidé de boycotter les tractations, tout simplement. Le leader du parti centriste, Kulanou, qui a déjà reçu la promesse d'empocher le portefeuille des finances, n'a pas apprécié que lui échappe la commission parlementaire des finances et la direction de la construction du ministère de l'Intérieur au profit des ultra-orthodoxes. Voilà, ça ne va pas être simple pour Benjamin Netanyahu, on va en parler dans un instant, mais pour le moment, on s'attarde un instant sur le dossier du nucléaire iranien. Rarement une négociation diplomatique aura été aussi longue et complexe. Le nucléaire iranien, vous le savez, c'est 12 ans de zigzag politique et nous sommes désormais dans la dernière ligne droite. Il reste 6 jours au parti pour trouver un accord. La date butoir, c'est le 31 mars. On en parle dans un instant avec vous, Avi Pazner, mais pour l'heure, je me tourne vers vous, Christian Mallard. Bonjour, notre spécialiste des questions internationales. Alors, est-ce que cet accord va finalement être signé dans 6 jours? J'en ai peur. J'ai peur que cet accord soit signé parce qu'il y a une volonté américaine de vouloir de toute façon changer la donne au Moyen-Orient et de jouer avec l'Iran qu'Obama considère, je ne sais pas pourquoi, avec peut-être une grande naïveté, considère comme un pays sur lequel on peut compter pour stabiliser le Moyen-Orient, vu le jeu que jouent les Iraniens en Irak, qui leur est inféodé, en Syrie. Et là, je rejoins tout à fait ce que disait à l'instant Avi Pazner sur ce jeu pervers et insidieux des Iraniens. Donc, c'est quand même très inquiétant. Et en effet, quand on entend un certain nombre d'informations qui nous parviennent sur ce qui pourrait y avoir dans cet accord, on s'aperçoit qu'un maximum de concessions sont quand même faites par Obama aux Iraniens. Il y avait 20 000 centrifugeuses. On leur a dit au départ il faudrait ramener ça à 1500 ou 2000 et finalement on leur laisserait le nombre des centrifugeuses autour de 7500, ce qui leur suffit suffisamment, c'est le cas de le dire, pour pouvoir produire la production d'uranium. Le niveau d'enrichissement n'est pas en dessous des 5% requis dès le départ, mais bien au-delà. Donc, si vous voulez, puis ensuite, il y a le problème des inspections. Alors, on dit, mais on va s'assurer qu'il y aura des inspections, donc on pourra vérifier. Mais attendez, jamais les inspecteurs de l'Agence internationale d'énergie atomique de Vienne n'ont pu faire leur travail et vérifier ce qui se passait dans les centrales nucléaires iraniennes. Donc, Obama est en train de nous duper. Et je dis toujours, et je le répète, il est en train de faire l'erreur que Jimmy Carter a commise en 78. On a lâché peut-être un dictateur, le Shah, mais on a joué Khomeini. Et aujourd'hui, je ne cesse de dire que Obama est un Carter 2 qui est en train de jouer contre les intérêts des États-Unis. Alors justement, Christian Mallard, en favorisant l'Iran. Voilà, on comprend bien la victoire que signifie cet accord pour l'Iran. Vous l'avez dit, lever des sanctions, retour fracassant sur la scène internationale. Mais qu'aura gagné les États-Unis, qu'auront gagné les Occidentaux si un accord est effectivement signé? Quelle est la logique de Barack Obama? Oui, il y a une logique de Barack Obama qui est d'ailleurs très contestée. Et c'est intéressant, Barbara, de signaler que la France est pratiquement sur la même position que celle d'Israël sur le dossier nucléaire iranien. Autant il peut y avoir des divergences de vues sur le problème israélo-palestinien entre la France et Israël, mais là récemment, Yuval Steinitz, le personnage responsable des renseignements israéliens, a rencontré Michel Audibert, qui est un des plus proches collaborateurs de François Hollande à l'Élysée. Mais dans l'entourage du président de la République, on ne cesse de répéter que les Américains se bercent d'illusions s'ils pensent qu'on peut faire confiance à l'Iran pour assurer une forme de stabilité au Moyen-Orient. Donc c'est ça tout l'enjeu. Et puis tout ce qui vient de se passer au Yémen, dont vous parliez à l'instant, à juste titre, nous prouve bien qu'il y a un jeu iranien qui est très dangereux et qui recoupe les propos du général Petraeus, qui était un des grands de l'armée américaine, un des chefs d'état-major en Irak dans le passé, et qui a dit récemment, bien sûr, Daesh, l'État islamique, est un des plus grands dangers, mais le plus grand danger à venir, c'est l'Iran qui étend ses tentacules un peu partout au Moyen-Orient. Christian Mallard, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Avi Pazner, Christian Mallard évoque un instant le rôle de la France dans ces négociations. La France qui s'est montrée extrêmement intransigeante tout au long de ces négociations. Est-ce que Paris pourrait finir par faire capoter l'accord ? J'ai beaucoup de respect pour la position française sur cette affaire iranienne
mais je doute qu'il puisse faire face aux pressions américaines qu'il va y avoir, et peut-être pas seulement américaines. Et la France comprend exactement. Je crois que l'Allemagne aussi, mais est moins vocale. La France comprend exactement le danger. C'est un mauvais accord. C'est un mauvais accord. La France parle de progrès insuffisant. Hein. C'était il y a 24 heures. Bien sûr. Non, la France a une position extrêmement, je ne veux pas dire intransigeante, mais ferme sur le sujet. La question est, est-ce qu'ils vont pouvoir résister aux pression que Obama va appliquer? Parce que déjà résisté une fois à Kerry à Paris. Oui, une fois. C'est beaucoup plus facile pour Obama de faire pression sur Israël, mettons, même si c'est pas facile aussi. Mais pour la France, je ne sais pas s'ils vont arriver à un tête-à-tête. Oui. Mais je veux dire une chose, OK? Christian Mallard a absolument raison. Obama fait la même erreur aujourd'hui avec l'Iran que celle que Carter a fait il y a 40 ans avec le Shah d'Iran. Exactement. On pense que l'Iran va devenir, cet Iran islamique va devenir une partie du monde civilisé, du monde démocratique et un allié des États-Unis. Grosse erreur. Grosse erreur de délaisser les alliés d'hier pour essayer d'en trouver de nouveaux peu fiables. C'est un argument pourtant qu'on entend beaucoup dans la bouche, notamment des Américains, pas officiellement, mais tout le monde le dit, à savoir par exemple que la menace de Daesh, que la menace de beaucoup de groupes terroristes dans la région ne pourra être contrée qu'avec le soutien de l'Iran. Israël en pense quoi, cet argument? Vous savez pourquoi, Barbara? Parce que les Américains ne veulent rien faire. Pas seulement les Américains, les Occidentaux ne veulent rien faire. Si. C'est le cas au Yémen également, c'est ce qu'on voit ce matin. Au Yémen, on voit que ce n'est pas les Américains. C'est la théorie de Obama, qu'on dit en anglais, leading from behind, c'est-à-dire, comment on dit ça en français, mener de derrière. Ok, c'est une contradiction en termes. Ouais. Mais c'est ça. Obama, comme en Libye, comme au Yémen, comme partout, ne veut pas prendre la tête, ok? Ne veut pas, laisse les autres faire. Évidemment, quand vous ne prenez pas la tête, vous n'êtes pas un leader. Oui. Vous n'êtes pas un leader. Et ça se remarque un peu partout. Et cette espèce de renversement des alliances, ok, peut porter préjudice, en fin de compte, aux intérêts américains à long terme. On ne peut pas se fier à l'Iran. C'est vrai, évidemment, qu'il faut combattre Daesh. Il faut combattre Daesh. Mais si on décide de combattre Daesh, il faut mettre, comme on dit, des bottes sur le terrain. OK? Il faut combattre. Ça ne suffit pas de bombarder. Nous, on l'a vu nous-mêmes. Ça ne suffit pas, les bombardements aériens, pour vaincre une guerre. Il faut... Alors, pour Israël, une question à Vipasner sur Israël. Est-ce qu'un Iran mis en marge, finalement, de la communauté internationale n'est pas plus dangereux qu'un Iran qui dialogue constamment avec les chancelleries occidentales? Non, Barbara, un Iran accepté par les chancelleries occidentales, mais qui a maintenant, et j'utilise le même mot encore une fois, de tentacules un peu partout. Regardez en Irak, par exemple, qui est-ce qui combat Daesh à Tikrit, par exemple? Des troupes irakiennes, des gardes révolutionnaires iraniens avec des conseillers américains. C'est-à-dire, vous avez déjà une coalition extrêmement dangereuse. Regardez en Syrie. Regardez sur notre frontière avec le Golan. Il y a 2 mois, un général iranien a été tué. Le Yémen, ils sont partout. Et plus ils auront de reconnaissance internationale, plus ils seront audacieux pour continuer cette pénétration au Moyen-Orient. Est-ce que Benyamin Netanyahou a échoué sur ce dossier? Tout semble à dire qu'effectivement un accord sera signé dans 6 jours. Benyamin Netanyahou ne sera pas parvenu à l'arrêter finalement, à le changer. C'est possible. Et c'est dommage parce qu'il s'est bien battu. Benyamin Netanyahou, peut-être même un peu trop en allant au Congrès, mais il a raison sur le fond. C'est là un danger. L'accord n'est pas bon. Obama sait exactement ce qu'il fait. C'est-à-dire que dans 10 ans, les Iraniens pourront avoir l'arme nucléaire. Obama pourra dire dans 10 ans, moi j'ai fait mon possible, et essayer de comprendre alors qu'est-ce qui s'est passé en 2015. Netanyahou a raison, c'est peut-être qu'il n'a pas réussi sur ce champ, mais ce n'est pas encore terminé. Je m'imagine qu'il va y avoir une bataille au Congrès. Ce n'est pas encore terminé. Peut-être que la France, après tout, arrivera à freiner un peu, mais la situation n'est pas bonne sur le nucléaire iranien.
Alors Benjamin Netanyahu a en tout cas d'autres dossiers également très urgents à traiter ces jours-ci. Je vous le disais, il a été officiellement chargé hier soir par le président de l'État de former le prochain gouvernement. Cette désignation a lancé, Avi Pazner, le coup d'envoi officiel aux négociations gouvernementales en Israël. Entretien marathon qui démarre donc ce matin. Alors à moins d'une invraisemblable surprise de dernière minute, Netanyahu va pouvoir former son 4e gouvernement, un gouvernement à droite toute? Oui, il va former un gouvernement, je n'ai aucun doute. Maintenant, quand vous dites à droite toute, ça, je n'en suis pas sûr. C'est vrai que pour le moment, ça paraît le plus facile à faire. Il peut avoir 67 mandats à la Knesset, ça lui donne une majorité assez confortable. Enfin, confortable non, puisque chaque parti peut faire tomber le gouvernement. Mais il peut réussir à former un gouvernement de droite avec les religieux. Mais la grande question, est-ce que c'est cela vraiment que veut Netanyahou? Si je me base sur l'expérience des autres gouvernements de Netanyahou, il a toujours essayé d'être au centre, Netanyahou. Il a pris à sa droite, il a pris à sa gauche. Il avait pris le Parti travailliste en 2009, il a pris Lapid et Tzipi en 2013. Et maintenant... On lui a reproché qu'il y avait un manque de stabilité à ses gouvernements, justement. Non, celui de 2009 était très stable. Le gouvernement de 2009... Et le dernier n'aura duré que 2 ans. Oui, d'accord. Ouais, parce que là, il y avait une incompatibilité de caractère avec Lapid. Lapid se voyait déjà lui aussi Premier ministre. Mais avec Bougie, peut-être que les choses iraient mieux. Mais là, il faut d'abord que les négociations à droite échouent. Alors pour vous, une coalition d'union nationale est peut-être un scénario envisageable, éventuellement. Peut-être. Je vous propose en attendant, Avi Pazner, d'écouter le président de l'État, Reuven Rivlin, donc, qui a accordé cette mission officiellement hier soir à Benjamin Netanyahu. Mesdames et messieurs, en démocratie, c'est la majorité qui l'emporte et la majorité a fait entendre sa voix de manière claire lors de ces dernières élections. Le rôle du président lors d'élections est de servir de fidèle représentant du peuple. Après avoir pris conseil avec les représentants de toutes les listes élues, je vous annonce que plus de 61 députés ont recommandé le Premier ministre sortant et le député Benjamin Netanyahu pour être le candidat élu pour composer et créer un nouveau gouvernement. Monsieur, vous recevez aujourd'hui la lettre de mission pour composer le gouvernement. Vous avez reçu la confiance de ce cher peuple qui siège à Sion et avec les défis qui nous attendent, vous avez la responsabilité fort lourde de composer un nouveau gouvernement stable, le plus large possible et le plus rapidement possible. Je suis là pour vous soutenir lors de cette tâche difficile et complexe. 3 missions critiques attendent le prochain gouvernement et le prochain Parlement, la coalition et l'opposition ensemble. Première mission, la réalisation de relations d'Israël avec les États-Unis, qui est le plus grand et le plus fidèle allié de notre nation. Deuxièmement, ramener la stabilité dans le système politique et le rétablissement de la confiance du public dans le système politique. Nous ne devons pas revenir à des élections dans 2 ans. Et troisièmement, penser les blessures qui se sont ouvertes ces dernières années et qui ont été s'aggravant encore lors des dernières élections. Alors, Reuven Rivlin parle de 3 missions pour Benjamin Netanyahu, 3 missions. 3 critiques directes à l'égard de Benjamin Netanyahu. Les 2 hommes ne s'aiment franchement pas. Non, ils ne s'aiment franchement pas, mais ce qu'il faut faire, c'est maintenant, je mets de côté l'aspect personnel, c'est les messages du président Rivlin. Tous les messages du président Rivlin, c'est-à-dire les relations avec les États-Unis, la fracture interne, la stabilité, et ce qu'il a dit, un gouvernement assez large, mène à ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est vrai, il paraît plus facile maintenant pour Netanyahou, et Rivlin le comprend bien, de faire un gouvernement étroit de droite, mais ce n'est pas un gouvernement comme ça, aux yeux de Rivlin, qui va pouvoir améliorer les relations avec les États-Unis et faire de la fracture
Alors justement, sur cette fracture, un mot, c'est une déclaration importante de Reuven Rivlin qui parle de panser les plaies de cette campagne. Binyamin Netanyahu est-il prêt à assumer cette tâche, hein? Il faut le rappeler quand même, cette campagne a profondément divisé les Israéliens, Ashkénazes contre séfarades, riches contre pauvres, juifs contre arabes. Est-ce que Binyamin Netanyahu est prêt à revenir de cette surenchère finalement qu'il a développée lui-même pendant cette campagne? Je l'espère. Je crois que c'était une des campagnes les plus mauvaises que l'on ait eues. La seule que je me rappelle à ce point-là qui était tellement féroce, c'était celle de 81, c'est-à-dire il y a très très longtemps. C'était une très mauvaise campagne. Il y a eu ici des incitations raciales, des incitations de tribus, et c'est inadmissible. Il va se placer désormais comme Premier ministre de tous. Oui, mais Barbara, encore une fois, avec un gouvernement de droite qui va faire des législations anti-gauche, par exemple, vous n'aurez pas un Premier ministre de tous, ok? C'est pour cela que je crois qu'il faut attentivement écouter ce qu'a dit le président Rivlin. Il lui dit, forme un gouvernement le plus grand possible, c'est-à-dire prend aussi des éléments du centre et de la gauche. Maurice. Juste une petite remarque de procédure en tant qu'observateur de la vie politique en Israël. D'habitude, après, lorsque le Premier ministre a été élu, on parle toujours d'élaborer la plateforme politique du prochain gouvernement. Là, on n'en parle pas. La seule chose dont on parle, c'est la distribution des portefeuilles. Ceci me laisse penser qu'il y a des discussions qui se mènent ailleurs, peut-être en secret, sur cette plateforme politique, avec des alliés qui ne sont pas les alliés naturels ou avec des personnalités politiques extérieures. Voilà. On va voir au séjour de négociation nous mène. Pour finir, Avi Pazner, un mot sur ce qu'a dit également Reuven Rivlin sur le rétablissement des bonnes relations avec les États-Unis comme priorité. Les prochains mois vont sans doute être complexes pour Israël et pour Binyamin Netanyahu sur la scène internationale. Est-ce que ce rétablissement des bonnes relations va être une priorité pour Binyamin Netanyahu? Je l'espère, parce que je n'aimerais pas voir la situation actuelle entre nous et les États-Unis durer plus que quelques semaines ou plus quelques mois. C'est dangereux pour Israël, on ne peut pas se permettre. Mais pour cela, il faut arriver à une entente avec les États-Unis. Comme le président Obama l'a dit il y a 2 jours, il dit, c'est pas une dispute personnelle entre moi et Netanyahu. Question de fond. C'est un peu quand même, mais il a dit, nous avons des différences politiques vis-à-vis de la question israélo-palestinienne. Donc, il faudra arriver à une entente. D'ailleurs, il y a eu une entente, même si c'était une entente qui boitait entre Netanyahou et Obama pendant 6 ans. Il faut essayer de retrouver ça. Je crois que c'est une priorité. Et encore une fois, ça sera très difficile si vous avez seulement un gouvernement de droite. Cette histoire des relations avec l'Amérique demande de la modération de la part d'Israël aussi. Merci beaucoup, Avi Pazner, d'avoir été avec nous. Merci, Maurice. On suivra évidemment de près toutes ces négociations de formation de coalition de Binyamin Netanyahu qui démarrent donc officiellement ce matin. Et puis on reparle après un nouveau journal, évidemment, de la situation au Yémen. C'est l'un des grands titres de cette matinée, des frappes saoudiennes au Yémen cette nuit. Restez avec nous. De retour sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous ce matin. L'un des grands titres, on vous l'a dit, c'est la situation au Yémen, l'Arabie Saoudite qui a entamé cette nuit des frappes sur plusieurs cibles chiites dans le pays. On va en parler avec vous, Ali, notre spécialiste du monde arabe. Avec vous, Myriam, merci d'être avec nous. Et avec vous, Betsabé, d'abord pour comprendre comment la presse traite ce sujet ce matin. Oui, alors c'est surtout du rouge et de l'urgence ce matin sur Internet. On sent très clairement les unes qui ont été bousculées par ces frappes aériennes saoudiennes, d'autant que selon l'Arabie Saoudite, précise RFI, eh bien, l'Égypte, le Maroc, le Pakistan, la Jordanie et le Soudan ont affirmé aussi vouloir participer à cette opération militaire. En tout, eh bien, 10 États soutiennent, à des degrés divers, cette opération surnommée Tempête de fermeté. Opération, précise Le Monde, qui cite l'ambassadeur saoudien aux États-Unis, visant à défendre un gouvernement légitime contre, on le rappelle, des rebelles chiites Houthis, un gouvernement qui d'ailleurs a fait ses valises. Dans les médias américains, on en parle aussi.
pays depuis CNN au Washington Post. Regardez, d'autant que les États-Unis vont également fournir un soutien à la coalition de pays pays arabes qui vont tenter de déloger donc ces rebelles qui envahissent le pays. Un soutien de quel ordre? Eh bien, en logistique et en renseignement. Ali, est-ce qu'une attaque d'une telle ampleur par un pays étranger, certes voisin mais quand même étranger, dans le Golfe, c'est un fait inédit? Non, bien sûr que non, mais Barbara, l'Arabie saoudite est en train de perdre du terrain pour les Iraniens en Syrie, en Irak. Le Yémen, c'est un cas tout à fait différent. Le poids stratégique du Yémen pour l'Arabie saoudite a fait de sorte que l'Arabie saoudite, pendant ces derniers jours, a préparé toute une coalition pour ne pas se montrer comme si c'était une confrontation directe entre l'Arabie saoudite et les Iraniens. Qui sont ces pays? Qui est cette coalition? Bon, il y a tous les pays du Conseil de la coopération du Golfe, moins le Oman. Il y a bien sûr l'Égypte, le Maroc, la Jordanie et le Pakistan. Qui ont exprimé, et le Soudan bien sûr, qui font partie de cette coalition. L'Égypte d'ailleurs qui a installé son armée, ses bateaux dans la partie du Suez pour éviter que des bateaux iraniens viennent dans l'autre partie, dans la partie yéménite de Bab el-Mandab, qui commence le trajet vers le canal de Suez. Donc c'est un conflit qui est en train... Coordonné entre tous ces pays et donc préparé en fait finalement depuis longue date. C'est ce qu'on peut comprendre. Ça ne se prépare pas d'une nuit à l'autre, ce genre de manœuvre. Oui, les Saoudiens ont espéré que les appels du président Hadi pour les pays arabes d'intervenir va essayer d'arrêter les Houthis, d'arrêter leur progrès vers Aden. Mais ils ont vu que pour les Houthis, pour ceux qui les soutiennent, les Iraniens, ces appels sont tombés, comme on dit en hébreu, sur des oreilles sourdes et il n'y avait plus le choix pour les Saoudiens. Ils voulaient envoyer un message très clair que l'Irak et la Syrie, c'est un cas différent. Le Yémen fait partie des pays du Golfe selon l'Arabie saoudite. Ils ne pouvaient pas se permettre que l'expansion des Iraniens arrive jusqu'à l'arrière-front de l'Arabie saoudite et du Golfe. Donc la grande question, est-ce que l'opération arabe va se réduire aux frappes aériennes comme on voit en Irak et en Syrie, ou est-ce qu'ils vont être traduits à une opération terrestre? Le Soudan et l'Égypte et la Jordanie ont dit qu'ils sont prêts à mettre au service... Il y a déjà des soldats saoudiens qui sont sur le sol au Yémen en ce Quelques moment. groupes Pour le moment, on commandos. parle de 150 seulement, mais effectivement, Sisi l'affirme haut et fort, il a lancé cet appel à une force arabe unie pour prendre aujourd'hui le contrôle du Yémen à nouveau et le restituer à ce président pro-sunnite. Effectivement, il faut s'attendre à ce qu'une force arabe se mette en place et les présidents égyptiens en tête sont favorables à une force armée qui aille également sur le sol. Ce qui est intéressant, c'est que traditionnellement, les Saoudiens soutenaient les nordistes au Yémen face au sud, qui historiquement était plus proche de l'Union soviétique, par exemple. Et là, du coup, on voit les Saoudiens bombardent le nord pour soutenir le pouvoir du président Hadi, qui, son enclave, c'est surtout dans le sud. Donc la géopolitique du Yémen et de la région est sur la table. C'est pour cela l'Arabie saoudite... Comment justement comprendre la géopolitique de la région avec ces développements yéménites, cet engagement d'une dizaine de pays arabes? Est-ce qu'on voit finalement que l'ensemble du Moyen-Orient, du Golfe Persique est décidément en train de se créer en deux blocs définitifs, chiites contre sunnites? La réponse est oui, Barbara. N'empêche que les Houthis ont essayé de minimiser leurs relations avec, au moins public, avec les Iraniens. Ils disent, nous, on fait partie d'une insurrection populaire des masses yéménites. On n'a pas de lien direct avec l'Iran. D'ailleurs, officiellement, vous savez, les Houthis sont des dissidents chiites. Ils ne sont pas des chiites. Depuis le 4e imam chiite, les Houthis ont décidé de quitter le chiisme. On a eu 12 imams, sont des chiites zaïdis qui depuis le 4e imam ont quitté le chiite et ils sont des alliés avec l'ancien président yéménite et des grands tribus yéménites sunnites. Par exemple, le plus grand tribu yéménite sunnite, Al-Ahmar, soutiennent et participent dans les opérations des Houthis. Donc ils ont essayé de faire tout pour montrer que ce n'est pas une confrontation chiite-sunnite. Même si c'en est une, mais il y a toutefois deux objectifs prioritaires qu'il faut redéfinir ici. C'est avant tout que l'Iran était en train de former par
par le biais de ces rebelles outils, une seconde base arrière un petit peu sur le même modèle qu'elle a déjà fait et extrêmement bien réussi à le faire avec le Hezbollah au Liban et en Syrie. Et l'Arabie Saoudite ne pouvait tolérer, et ça arrange bien Israël d'ailleurs, une deuxième formation d'une espèce de rebelle milice chiite qui puisse prendre les armes demain contre des monarchies sunnites. Le deuxième point essentiel qu'il faut retenir dans ce combat, essentiellement stratégique, et on n'est plus là dans un conflit culturel et religieux chiite et sunnite, c'est qu'il y a ici un détroit, le détroit de Bab el-Mandeb, par lequel passe l'essentiel du commerce mondial et une grande partie également du trafic de pétrole. Et ce point de passage-là, les monarchies sunnites ne peuvent tolérer que demain elles soient sous le contrôle iranien, l'Occident non plus. Et c'est pour ça qu'on voit bien que l'Arabie Saoudite va tout faire avec le monde arabe et l'Occident pour reprendre le contrôle du Yémen. Myriam a parlé d'Israël. On parle du Yémen. On pense qu'Israël est loin du conflit yéménite. Mais si le conflit yéménite, sous sa forme actuelle, intervention militaire directe des pays arabes, qui pourra faire l'Iran impliqué dans ce conflit, pourra avoir une conséquence sur ce qui se passe au Golan et sur l'intervention iranienne en Syrie. On parlait du fait qu'Israël ne peut pas se permettre de voir les Iraniens et le Hezbollah sur le Golan. Ouais, là, ça peut tarder les plans des Iraniens et de Hezbollah en ce qui concerne la crainte numéro frontière. 1, toujours d'un conflit généralisé, comme peut toujours le déclencher. Le rasement général de la région, c'est toujours un des scénarios imaginables. Restez avec nous, Ali et Myriam. On parle d'un autre grand titre ce matin avec vous, Betsabé, évidemment, c'est l'enquête sur le crash de l'A320 qui avance. Oui, le New York Times révèle qu'avant le crash, l'un des pilotes a quitté le cockpit et s'est retrouvé coincé à l'extérieur. Avec le Yémen, c'est vraiment l'autre info qui fait la une ce matin. Elle a bien sûr été reprise en France et le quotidien américain cite en effet un enquêteur qui a eu accès au contenu en fait de l'enregistreur de vol. Alors que peut-on y entendre? Eh bien tout d'abord des discussions très calmes au début du vol entre les deux pilotes. L'homme à l'extérieur du cockpit frappe doucement à la porte, mais il n'a pas de réponse un peu plus tard. Et puis il frappe plus fort, toujours pas de réponse. Et en fait, il n'y a jamais de réponse. On peut entendre qu'il essaie de défoncer la porte finalement, ajoute l'enquêteur. Alors ce qu'on sait aujourd'hui, pour résumer, c'est qu'un pilote est sorti, même si on ne sait pas pourquoi. L'autre pilote s'est retrouvé seul et il n'a pas rouvert la porte. Myriam, comment est-ce qu'on peut analyser et comprendre ces nouvelles informations? Alors il faut être extrêmement prudent. D'abord, il faut préciser que le New York Times a eu accès à ces données grâce à un contact avec un enquêteur du bureau d'enquête. Il faut savoir qu'il y a 3 bureaux d'enquête qui sont aujourd'hui sur cette affaire, un français, un espagnol et un allemand, et qu'ils coordonnent toutes les informations qui leur parviennent. Ces premières informations, on les a obtenues grâce à l'enregistreur de vol phonique. C'est la première des 2 boîtes noires qu'on a retrouvées hier. Pour le moment, il manque toujours la seconde. C'est l'enregistreur des données au sol. On a retrouvé son enveloppe, mais pas l'essentiel de la boîte noire, pas la machine qui enregistre toutes ces fameuses données au vol, capable d'enregistrer 25 heures de données de tout ce qui se passe, de toutes les manipulations qui sont faites automatiques ou manuel. Et il faut en fait la mise en relation de ces 2 boîtes noires pour obtenir une image plus claire. Comme l'a dit Betsabé à l'instant, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y avait des discussions très calmes, qu'on avait aujourd'hui un commandant de bord qui avait plus de 6000 heures de vol et que l'un des deux, on ne sait pas si c'est le commandant de bord ou le copilote, est sorti. On ne sait pas non plus pourquoi. Qu'il n'a pas pu rentrer, qu'il a tenté de défoncer la porte et qu'ensuite, à un moment, le dernier son qu'on a entendu, parce qu'il n'y a jamais eu de réponse de l'autre côté de la porte, eh bien ce sont les alarmes qui se sont déclenchées lorsque l'avion est atteint la proximité du sol. Voilà. Aujourd'hui, on se demande pourquoi, on se demande s'il y a eu un problème mécanique qui est toujours envisageable, une erreur humaine, un malaise du pilote. Effectivement, il y a aussi de détresse. Beaucoup d'interrogations aujourd'hui et il faudra attendre de trouver la deuxième boîte noire. Alors justement, est-ce qu'on a des chances d'en savoir un petit peu plus dans les jours qui viennent? Alors, pour en savoir un petit peu plus, il faudra d'abord obtenir les rapports complets des enquêteurs et pas simplement 2 ou 3 fuites au New York Times. On aura dès le milieu de la journée le procureur de la République française qui va donner une conférence de presse. On attend à ce moment-là davantage d'informations. Et puis bien sûr, cette deuxième boîte noire qui devrait nous en apprendre bien davantage pour nous donner davantage d'informations sur une éventuelle erreur technique et mécanique de cet avion qui était en vol depuis 1991, mais dont le dernier contrôle remontait seulement à lundi. Ou bien alors, est-ce qu'il faut pointer du doigt une erreur humaine, volontaire ou pas? Et avec ce dossier-là, beaucoup de prudence. Évidemment, l'identité des pilotes n'est pas pour le moment révélée. Alors, on en saura probablement plus dans les jours qui viennent. On reparlera de
cet accident d'avion par le prisme de la phobie des vols en avion qui est réveillée chez beaucoup d'entre nous ces derniers jours. On en reparlera dans la suite de cette émission, mais pour l'heure, le reste de l'actu internationale avec les États-Unis et un projet de loi Betsabe qui autorise le meurtre des homosexuels. Et oui, il s'appelle Matt McLaughlin. Le 26 février dernier, cet avocat a déposé une proposition de référendum visant à interdire la sodomie et surtout, écrit 20 minutes dont la formule peut faire sourire, à autoriser l'exécution par balle des homosexuels de l'État de Californie par une balle dans la tête ou toute autre méthode dite utile. Alors il n'y a pas qu'à Paris que le Sodomite Suppression Act choque. Outre-Atlantique, sur place aussi, le fait qu'un appel au meurtre puisse être formulé en toute légalité fait bien sûr débat dans l'État de Californie. Notamment le Los Angeles Times rapporte ainsi que le procureur général de Californie, la charmante Kamala Harris, tente ainsi de court-circuiter l'initiative. Dossier à suivre. Voilà, et puis dans le reste de vos clics ce matin, vous êtes arrivé sur cette news high-tech, une montre pour détecter le cancer. Oui, voilà, le think tank londonien Calico, qui a été créé par Google il y a quelques années, planche sur une nouvelle technologie, nanotechnologie devrait-on dire, pour combattre le cancer. C'est ce que rapporte l'Independent au Royaume-Uni. Alors le projet, un bracelet contre le cancer censé repérer, compter puis détruire carrément les cellules cancéreuses, reprend Libération. Alors comment? Grâce à, par exemple, à l'émission de radiofréquences, d'infrarouge ou même d'un signal lumineux qui serait visible. Alors Google a déposé un brevet, s'étant mis en tête, je cite, de tuer la mort, explique Libération. À suivre aussi. Et on reste dans le domaine de la santé Betsabe, ça se passe dans les crèches américaines. Oui, alors les autorités de New York ont imposé aux crèches une série de mesures veillant à préserver la santé des petits. Par santé, entendez la ligne des petits, mesures qui font écho bien sûr au combat de Michelle Obama contre le surpoids des enfants. Alors résultat, raconte la Stampa en Italie, pas le droit de s'asseoir plus d'une demi-heure, que ce soit pour s'asseoir sur un banc ou manger. Alors on parle bien d'enfants qui sont âgés d'à peine 2 ans, qui apprendront sans doute à lire l'heure plus vite que les autres. Notez que la sieste n'est pas prise en compte, pas besoin de fractionner la sieste en séance d'une demi-heure, c'est déjà une bonne nouvelle. Voilà. Et on finit par une expo hot, oui. Alors rien de tel que de voir une expo nue, apparemment, nous explique Le Guardian. En tout cas, c'est l'opinion de l'artiste James Turrell. En Australie, il expose actuellement à la National Gallery of Australia à Canberra et il demande en effet aux visiteurs de se déshabiller. Cela ajoutera une dimension supplémentaire à ces créations hallucinatoires, prétend-il, la lumière pénétrant ainsi les corps des gens qui se promènent dans l'exposition. Alors le journaliste du Guardian s'amuse à répondre que certes, il ne doute pas de l'enrichissement artistique apporté par la nudité de son corps, mais qu'il ne pourra pas non plus s'empêcher d'associer ce groupe de corps nus au vestiaire des salles de gym. On a même les images de quelques visiteurs. Voilà pour cette expo. C'est plutôt pas mal. Et puis je vous le disais, on vous retrouve juste après un nouveau journal. On parlera des peurs en avion. En 2 mots, est-ce qu'elles ressurgissent à chaque fois qu'il y a un crash? Alors, elles ressurgissent bien sûr. Je pense qu'elles ressurgissent surtout à chaque fois qu'on prend l'avion. Je pense que pour les gens qui sont concernés, c'est extrêmement handicapant dans la vie de tous les jours. Et on va voir que les mythes sur qu'est-ce qui est plus sécuritaire, la voiture ou l'avion, sont faux. On va voir à 9h10. En tout cas, il faut savoir aussi que ces peurs de l'avion, elles font autant peur aux passagers qui ont peur de monter dans ces appareils qu'aux compagnies aériennes également qui craignent aujourd'hui des pertes de contrôle des passagers à l'intérieur et qu'ils mettent eux-mêmes aujourd'hui en ligne de nombreux conseils à l'intention des passagers. Voilà, on verra tout ça après un nouveau journal. Et après un nouveau journal, on parlera également d'une très jolie jeune fille. Si vous ne la connaissez pas, vous allez la découvrir. C'est le nouveau visage d'Israël. Elle est mannequin, actrice. Gal Gadot est désormais l'égérie d'un nouveau parfum de grand luxe. Vous le voyez sur ces images. Elle est également en train de se faire un nom à Hollywood où elle a été choisie pour incarner le légendaire personnage de Wonder Woman. On reviendra donc sur sa carrière juste après un nouveau journal. Ne bougez pas. Sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous. Le crash de l'Airbus A320 n'a pas laissé derrière lui que des dizaines et des dizaines de victimes. Il a également
réveiller pour certains d'entre nous les phobies de l'avion. On va en parler avec vous, Bethsabée. Est-ce que cette peur est justifiée? Eh bien, il y a différents arguments, bien sûr, qui se bousculent, que vous avez dû entendre vous-même. Il y a ceux de l'interlocuteur pragmatique qui se réfère à des faits scientifiques, et face à ceux d'un passager beaucoup plus anxieux qui doute, qui flippe. Le premier, c'est le blond. Le second, c'est Gad Elmaleh. Regardez de quoi se remettre dans le bain à l'entrée de l'avion. Des lunettes en mousse pour dormir, parce qu'ils sont pas stressés, tout ça, de l'avion et tout. Ouais, peut-être on va mourir et tout. Non, non, non. Non, je vois pas où est le problème. Attends, sécurité, l'avion plane à cause de la pression des ailes. Je vois pas de quoi tu parles. Je dirais, il n'y a rien d'irrationnel. À un moment donné, la technologie, il faut faire confiance, quoi. Totalement surréaliste d'avoir la trouille, les pétoches d'un avion qui, ça fait plus de 50 ans, qui plane dans les airs. Mon gars, t'es totalement... Voilà, on a la pétoche. On a donc beau vous dire que l'avion, c'est le moyen de transport le plus sûr du monde. Vous rétorquez que, eh bien, les chiffres varient. Que, par exemple, en 2014, s'il y a eu peu d'accidents d'avion, eh bien, le nombre de victimes a, lui, atteint des records. Le Flight Safety Foundation a comptabilisé 990 victimes d'accidents d'avions civils. On ne compte même pas les avions militaires ou privés. Vous êtes là pour nous faire flipper. Rudy, je vous vois soupirer. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup en un an. Alors, justement, on nous dit tout le temps que finalement l'avion, c'est le moyen de transport le plus sûr, qu'il y a beaucoup plus d'accidents et de morts en voiture qu'en avion. C'est vrai ou pas? Alors, selon les statistiques publiées il y a une décennie, ce qui est quand même pas très loin non plus, par l'European Transport Safety Council, c'est vrai qu'en termes de morts par kilomètre, eh bien, on a 20 fois plus de morts en voiture. Sauf que, eh bien, l'avion, réfléchissez, parcourt beaucoup plus de kilomètres qu'une voiture. Si vous comparez le nombre de victimes en termes de temps de voyage, par exemple, et non pas en termes de kilomètres, on déplore. Alors, pour la même année, 16 morts en avion contre 25 en voiture. Le rapport n'est plus de 1 à 20, mais de 1 à 1,5. Et si on oublie carrément les distances et les durées, mais qu'on s'intéresse, comme le fait Slate, par exemple, au nombre de morts par nombre de fois où on choisit d'emprunter ce moyen de transport. Et oui, plus vous parcourez de kilomètres en voiture, plus donc, d'une certaine façon, le risque augmente, sans compter qu'on prend bien plus la voiture que l'avion, tandis qu'en avion, les moments les plus critiques, et oui, les flippés le savent bien, ce sont le décollage et l'atterrissage. Du coup, nous explique un blog se basant sur les chiffres de l'année 2005. Si on considère le nombre d'accidents mortels par utilisation donc d'un moyen de transport, à chaque fois qu'on choisit de prendre l'avion, quelle que soit la distance parcourue, l'avion devient 18 fois plus dangereux que la voiture. 18 fois, en gros, plus vous prenez l'avion, plus vous avez de chances de ne pas avoir de chance. Et ça vaut apparemment même pour le modèle A320 qui est censé être l'un des modèles les plus sûrs jamais construits. L'A320. Vous ne nous avez pas du tout rassuré ce matin, Bethsabée. Nos statistiques, j'ai zéro chance de vouloir voyager avec Bethsabée. Voilà, ça c'est sûr. C'est sûr. Anxiogène numéro 1. Allez, on va essayer quand même de se rassurer avec un spécialiste, Exactement. Tony Piqueur. Nous sommes en ligne avec vous. Merci. Bonjour. Vous êtes pilote, commandant de bord et vous êtes spécialisé en stress aéronautique. Justement, vous êtes fondateur de Flyzen, un programme d'accompagnement pour se débarrasser de ses peurs. Alors, comment fait-on pour Flyzen, justement? Est-ce que c'est possible de se débarrasser de cette phobie? Oui, bonjour Barbara, bonjour à tous. Oui, effectivement, j'ai créé Flyzen il y a quelques années parce que je me rendais compte que dans mon avion, à partir du moment où on parlait aux passagers, où on leur donnait... Alors, on a été coupé avec Tony Piqueur. On va essayer de rétablir la ligne. Bon, on va essayer d'y revenir dans un instant. Bethsabée, vous êtes plongée sur la question. Vous avez des conseils à nous donner? Alors, il y a des conseils. Je pense que justement, les programmes, ça marche comme ça. Je pense que le PDG de Flyzen va vous expliquer. Il y a des programmes qui sont mis en place et des programmes qui sont mis en place par les compagnies d'avion aussi ou par des compagnies privées. Donc, on peut s'en défaire de ces peurs. Ouais, pour ceux qui veulent, il faut voir dans quelle mesure ça vous handicape. Il y a des gens qui vivent très bien sans prendre l'avion aussi. Vous avez peur en avion, Sandy? Pas spécialement, je vais peut-être commencer maintenant. Je sais pas. Pour la meilleure solution pour ne pas avoir peur de l'avion, c'est de ne pas le prendre. Voilà, et en gros, je vais bien avoir un procès de la part de Air France, Lufthansa et nombre d'autres compagnies. C'est vrai qu'il y a certains joueurs de foot qui n'ont pas joué des matchs très importants à cause de leur phobie de l'avion avec des déplacements trop importants. Et quelques présidents ne sont pas venus sur le plateau d'I24 parce qu'ils avaient peur aussi de se priver de beaux voyages que de ne pas prendre l'avion. C'est quand même dommage quand on pense au rapport. Une phobie, c'est une phobie. Difficile de s'en résoudre. On va essayer de rétablir la ligne avec Tony Piqueur peut-être un petit peu plus tard dans l'émission. On l'a perdu en vol.
ça arrive. On passe à vous, Sandy. Il était en voiture, hein, Il était en voiture. On parle à présent d'une jolie jeune fille, hein, je vous le disais. Elle s'appelle Gal Gadot. C'est le nouveau visage d'Israël. Elle est mannequin, elle est actrice. Elle vient de signer un gros contrat international. Exactement, alors c'est Gal Gadot elle-même qui l'a annoncé sur son compte Instagram. La jeune femme y a posté une photo d'elle au naturel avec pour message « Devinez qui est le nouveau visage des parfums Gucci ». Eh bien c'est elle, à 29 ans, l'actrice et top modèle israélienne va représenter Bamboo, la nouvelle fragrance de la célèbre maison. Elle raconte avoir traité la campagne de pub comme un film, hein. Elle y incarne un personnage selon elle intriguant, à la personnalité complexe, une incarnation d'une femme moderne. Gal Gadot succède donc à Blake Lively, Charlotte Cassigari ou encore Claire Danes, je vais y arriver, comme égérie de Gucci. Un beau palmarès en tout cas, on a hâte de découvrir cette nouvelle campagne de pub. Betabé, vous en pensez quoi? Pas grand-chose, pardon. Demandez à Rudy. Moi, je la trouve magnifique. Hein. Non, mais là, en plus, elle est quasiment au naturel. Enfin, on voit bien. Quasiment au naturel. Hein. Il y a quand même un petit... Ouais. Bon, Gal Gadot, en tout cas, c'est le nouveau visage d'Israël. Est-ce qu'elle est en train de détrôner Bara Faili sur la scène internationale? On va pas faire de comparaison, mais on peut dire qu'on parle de plus en plus d'elle. Hein. Gal Gadot s'impose de plus en plus à l'international. En Israël, c'est déjà une grande star. Hein. Miss Israël en 2004, ensuite top modèle, puis actrice, star de la télé israélienne et maintenant... star niveau mondial, hein, quand même. Elle avait déjà été remarquée au cinéma en jouant un rôle dans un ou plusieurs même volets de Fast and Furious, mais on ne parle d'elle que beaucoup plus depuis qu'elle a été désignée pour incarner Wonder Woman au cinéma. Alors, cette nomination n'avait pas fait plaisir à tout le monde. Hein. De nombreux geeks s'étaient plaints de ce choix. Selon eux, elle était trop maigre, pas assez musclée et surtout avec pas assez de poitrine. En bref, Gal Gadot n'était pas le bon choix. Ça, non, elle s'en est Justement, exactement. Elle a balayé ses critiques avec esprit en répondant que Wonder Woman était une Amazone et que les vraies Amazones n'avaient en fait qu'un seul sein pour pouvoir tirer à l'arc plus facilement. Gros, c'est ça. Là, je savais que vous auriez des choses à dire, mais tu savais. Vous avez vu que la remarque n'est pas venue de moi. Hein. Donc Wonder Woman, petite poitrine, ça vous va? Je sais pas, c'est un gros sein les Amazones, c'est Rudy qui sait ça, pas moi. Je ne regarde pas les seins des Originalement, en tout cas, ils n'en ont qu'un, ce qui est donc plus facile pour tirer à l'arc. Et si jamais elle devait se coller à la réalité, ça serait donc bien plus compliqué, d'autant que tous ces détracteurs ont oublié que Gal Gadot a fait l'armée israélienne. Comme tous les citoyens israéliens, elle est donc loin d'être une jeune fille fragile. D'ailleurs, son soutien à l'armée israélienne avait fait polémique. Hein. C'était exactement, elle avait posté un message sur sa page Facebook lors de l'opération Bordure Protectrice. Elle avait mis une photo d'elle avec sa fille en train d'allumer les bougies du Shabbat. C'est une tradition juive le vendredi soir. Une photo accompagnée d'un message. « J'envoie mon amour et mes prières à mes citoyens israéliens, particulièrement à tous les garçons et les filles qui risquent leur vie pour protéger mon pays contre les actes terrifiants du Hamas qui se cachent contre les lâches derrière des femmes et des enfants. Nous surmonterons tout ça, Shabbat Shalom », un message accompagné de plusieurs mots-clés. « We are right », nous avons raison. « Free Gaza from Hamas », libérer Gaza du Hamas. Et « Love IDF », j'aime l'armée israélienne. Alors aujourd'hui, ce message qui avait fait polémique semble bien loin. On attend en tout cas avec impatience de voir... Gal Gadot dans le rôle de Wonder Woman. Alors, le film est prévu pour juin 2017, mais on pourra la voir enfiler les collants un peu plus tôt, en juin 2016, dans Batman vs Superman, notamment aux côtés de Ben Affleck. Voilà pour l'actu de Gal Gadot. Et on finit avec une dernière info culture ce matin. Elle concerne une autre actrice et réalisatrice israélienne. Exactement, on l'apprenait hier, Ronit Elkabes a été nommée présidente du jury de la semaine de la critique du Festival de Cannes. Alors c'est une énorme nouvelle. Elle remettra 3 prix, le Grand Prix Nespresso, le prix Révélation France 4 et le prix Découverte Sony Ciné-Alta. Les 2 premiers concernent des longs métrages. Le dernier récompense le meilleur court métrage. Alors Ronit Elkabes est une habituée de la Croisette et de la France. Elle est actuellement en train de tourner pour la chaîne Arte une série politique. Elle l'enchaînera donc avec Cannes en mois de mai. Voilà, félicitations. Merci beaucoup. Sandy, restez avec nous puisqu'on a rétabli la ligne avec notre pilote, commandant de bord, Tony Piquer. Voilà, on va essayer de mieux vous entendre cette fois. Alors, je répète ma question. Comment fait-on pour se débarrasser de ces peurs en avion? Oui, rebonjour Barbara, on a été coupé, désolé. Oui, déjà le constat. Le constat, c'est que 80% des passagers d'un avion de transport public de passagers ont au moins une appréhension en avion.
Et 1 passager sur 4 a véritablement peur en avion. À partir du moment où on leur parle, où on leur explique par exemple de vive voix avec le commandant de bord qui parle aux passagers, ils mettent au moins un visage sur un nom et se disent tiens, c'est un être humain normal, on sait qu'on peut lui faire confiance, on voit son uniforme, on voit sa cravate, il est bien habillé, il s'exprime bien, etc. La deuxième chose, c'est quand on leur annonce par exemple les zones de perturbation, les turbulences. Si vous faites un Paris-Marseille ou un Paris-New York et qu'on vous annonce rien du tout et qu'à partir d'un moment ça va bouger, effectivement il va se passer des choses dans votre cerveau qui vous disent ça va très mal se passer puisque je n'ai aucune information. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous n'avez aucune information sur ce qui se passe dans un endroit que vous n'aimez pas, votre cerveau va travailler tout seul en cherchant tout ce qui ne va pas. Oui. Il va se poser 1 milliard de questions et comme votre cerveau n'a pas les réponses, eh bien, vous allez entrer dans une espèce de spirale négative. Alors justement, Tony Piquet, c'est une peur qui n'est pas rationnelle, comme toutes les phobies. Elle révèle quoi, finalement, sur nos angoisses? C'est la peur de perdre le contrôle, comme vous dites? Ah, alors, certains catégorisent les passagers. Non, chaque passager est différent. C'est pour ça que la thérapie, puisqu'il s'agit vraiment de thérapie, doit commencer par 2 choses. Le contrôle émotionnel et ensuite le contrôle rationnel. Qu'est-ce que le contrôle émotionnel? C'est déjà que tous les stagiaires qui viennent à nos stages parlent entre eux et expliquent à chacun ce qui leur arrive. Ça permet déjà de démystifier ses propres croyances et certitudes et de voir qu'il y a toujours pire que soi, parce que les passagers sont persuadés d'être les pires phobiques au monde et ne réalisent pas à quel point d'autres font par exemple un testament à chaque fois qu'ils prennent l'avion. Ils font leur testament, ils appellent leurs enfants ou leurs parents en disant s'il m'arrive ceci, je cède ma voiture à un tel, ma maison à un tel, etc. Il y en a qui prennent leur petit porte-bonheur, il y en a qui prient, il y en a qui sont malades, qui vomissent, qui passent 3 jours sur les toilettes, etc. Donc il faut qu'ils parlent entre eux pour comprendre que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui est tout à fait répandu. Alors le contrôle émotionnel, qu'est-ce que c'est? On travaille principalement avec 3 outils de gestion du stress, je vais vous parler que d'un seul outil qui est assez extraordinaire, qui s'appelle la cohérence cardiaque. Qu'est-ce que la cohérence cardiaque? C'est une technique de respiration qui a été créée par et pour la NASA il y a exactement 22 ans pour gérer le stress des pilotes de chasse et des astronautes. En 2 mots, c'est une respiration qui vous impose d'inspirer en 5 secondes et d'expirer en 5 secondes. Au bout de 5 minutes, qu'est-ce qui se passe? Il y a un phénomène physiologique qui fonctionne chez 99,99% des êtres humains sur Terre, de vos auditeurs, de tous ceux qui nous écoutent. Il se passe un phénomène extraordinaire qui est la production d'une molécule qui s'appelle l'acétylcholine. Qu'est-ce que l'acétylcholine? C'est le frein du stress. Voilà, c'est ce qui va nous permettre de nous détendre. Ouais. Pardon. Je disais ce qui va nous permettre... Tout le monde sur Terre connaît l'adrénaline et le cortisol, mais personne ne connaît l'acétylcholine. Ça freine le stress, ça freine les émotions. Voilà. Donc vous pouvez mieux vivre votre passage en avion grâce à cette excellent conseil et très pratique. Tony Piquet, merci beaucoup d'avoir été avec nous et j'ai vu tout le monde sur le plateau le faire en même temps. Inspirer 5 secondes, expirer 5 secondes. C'est très rapide comme expiration. Ça va laisser un petit vide à l'antenne. C'est difficile. C'est presque comme à l'accouchement. On est tous à moitié verts du coup. Voilà, merci donc. Je tiens à préciser que quand même quand j'ai des informations en avion, moi j'ai peur. On a beau me dire qu'il va y avoir des turbulences dans 1 heure, quand effectivement il y a des turbulences, j'ai peur. Voilà. Essayez le stage. Voilà pour ces craintes en avion. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. On respire. Allez, on finit par une nouvelle de football. Semaine primordiale pour Israël. Oui, parce que très bien placé dans le groupe B pour la qualification au prochain Euro de foot qui aura lieu en France. Israël donc va affronter coup sur coup 2 favoris de son groupe. Alors certes, la Belgique, Barbara et les Pays de Galles étaient les favoris de ce groupe B, mais regardez le classement après 4 journées. Israël est premier avec justement seulement 3 matchs, 3 victoires, sans faute, avec des victoires sur Chypre, Andorre et la Bosnie-Herzégovine. En Israël, évidemment, on commence à y croire, d'autant plus que les adversaires directs pour la qualification accumulent les contre-performances. Le Pays de Galles sort d'un match nul qui talonne Israël, mais avec 4 matchs, non pas 3. Quant à la Belgique, Barbara, elle est décevante et elle nous a fait 2 tristes matchs nuls contre la Bosnie et les Pays de Galles. Mais donc voilà. Et une mauvaise nouvelle pour la Belgique qui jouera sans Lukaku. Aussi, c'est vrai. C'est vrai, vous êtes très informés. Mais en tout cas, si Israël a fait plein de victoires contre les équipes à sa portée, là, c'est l'heure de
vérité pour cette semaine. Donc ça sera dès samedi à 18h à Haïfa contre la sélection galloise, emmenée notamment par le joueur du Real de Madrid, Gareth Bale. Et puis mardi contre les Diables Rouges d'Eden Hazard. Voilà, 2 matchs attendus en Israël. Quelles sont les chances réelles pour Israël de passer ces qualifs? Eh bien, elles sont réelles, d'autant plus que c'est la première fois que l'Euro va accueillir 24 équipes au lieu de 16 précédemment. Donc en conséquence, tous les premiers et tous les seconds des groupes seront qualifiés et les 6 meilleurs troisièmes aussi seront qualifiés et les autres joueront des barrages. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de la place. Donc c'est-à-dire que s'ils engrangent une victoire sur les 2 prochains matchs, les hommes des Ligue Gutmann auront de bonnes chances de voyager en France en juin 2016. Allez, on souhaite bonne chance aux Israéliens. Match contre le Pays de Galles ce samedi et mardi contre la Belgique. Merci beaucoup Rudy, on se retrouve juste après un nouveau journal. On parlera de la fin du monde qui approche. Restez avec nous. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. Bienvenue si vous nous rejoignez. Bon réveil. On attaque tout de suite avec une question. Rudy, la fin du monde est-elle proche? Je ne suis ni Paco Rabanne ni Nostradamus, mais un simple journaliste. Et je peux quand même vous dire que effectivement, la fin du monde est proche. En tout cas, c'est ce que dit. Non, c'est la fin de notre civilisation. C'est ce que dit une étude menée par les équipes du mathématicien Safa Mosterey, qui est cofinancée en partie par la NASA. Et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Alors, la fin de notre civilisation, elle est exactement pour dans 15 ans. Ce n'est pas une supposition, mais c'est une hypothèse scientifique extrêmement sérieuse, précise. L'étude se base sur l'analyse de tous les facteurs qui ont mené à la fin des précédentes civilisations que l'humanité a connues, comme l'Empire romain ou encore l'Égypte des pharaons ou les Mayas. Dans tous les cas, ce sont les mêmes facteurs qui ont mené toutes ces civilisations à leur fin et à leur perte. Alors à chaque fois, la population, le climat, l'eau, l'agriculture et l'énergie ont joué un rôle clé dans la fin des civilisations. Ça ne veut pas forcément dire la fin du monde, la fin Non, c'est la fin des civilisations. Alors les chercheurs ont utilisé un modèle qui s'appelle ND, Human and Nature Dynamical, pour recouper tous les points communs donc des fins de civilisation. Et à chaque fois, l'écologie revient. Alors l'écologie, ce n'est pas forcément les émissions de CO2, c'est pas forcément ce qu'on vit aujourd'hui. On parle ici en fait de charge écologique, et la charge écologique, c'est le rapport entre les ressources et les besoins de l'humanité. Et à chaque fois, la fin d'une civilisation est arrivée en partie car il n'y avait plus assez de ressources sur Terre pour nourrir tout le monde. Plus de besoins que de ressources. Absolument. Donc pensez par exemple à la fin du pétrole ou à la rareté de l'eau potable et vous ferez le lien avec ce qui est en train d'arriver. Autre facteur de la fin des civilisations, selon cette étude, c'est les écarts entre riches et pauvres. Alors on aurait pour réflexe de penser que les inégalités proviennent du libéralisme sauvage que le monde connaît actuellement, mais cette adéquation était déjà la même il y a 5000 ans au temps des pharaons. Donc on a les ingrédients qui sont réunis pour une fin de cette civilisation. On a même la date, et c'est là que les mathématiciens ont fait leur travail. Ils ont pris en compte ressources, population, conflits et donc la fin du monde. Tout ça, on le répète. De la civilisation. Oui, de la civilisation, pas dans 15 ans. Dans 15 ans. Si tous les facteurs restent les mêmes et qu'il n'y a pas de changement. 2030, fin de notre civilisation, ça vous fait peur? Bah oui, quand même. Bon. Ça veut dire fin du cinéma. C'est la fin du cinéma. On va reparler dans un instant de cette fin du monde au cinéma. Mais d'abord, Rudy, concrètement, cette fin de notre civilisation, ça va se traduire comment? Alors, en 2 phases. Enfin, il y a eu 2 hypothèses. Il y a déjà la première, c'est un peu celle qu'on vit en ce moment. C'est-à-dire que, dans un premier temps, la mort et la misère va frapper d'abord les plus faibles, les plus pauvres en premier. Mais vu que les élites sont protégées, se sentent protégées, elles ne vont pas réagir. En clair, si le réchauffement climatique étouffe les gens dans le monde, inonde les côtes et va avoir des répercussions, eh bien les élites, elles seront toujours dans leur tour de verre avec la climatisation. Elles ne vont pas se rendre compte dans un premier temps de ce qui est en train d'arriver. Et c'est ça aussi qui a causé la fin des civilisations, c'est le décalage entre la réalité, la situation et la perception qu'en ont eu les élites. Et on parle en fait, si on parle en langage commun, les élites n'ont rien vu venir et on pensait en fait que rien n'allait arriver. Concrètement, l'effondrement viendra de la disparition de la catégorie de population la plus pauvre ou sinon d'une surconsommation globale. Vous me suivez? Tout à fait. D'accord. On dirait vraiment un scénario hollywoodien. Oui, mais pourtant, c'est mathématique. Alors, c'est une réalité qui nous paraît loin, mais c'est oublié que, par exemple, le réchauffement climatique, j'en parlais, on l'a vu en image, c'est oublié aussi qu'il y a 122 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, enfin, menacées d'exclusion
dans la communauté européenne selon Eurostat, c'est-à-dire un quart de la population européenne. Donc quand on parle de pauvreté, on ne parle pas forcément en Afrique, là on parle vraiment en Europe. Et donc il y a en clair deux scénarios, soit les élites accaparent trop de richesses, ce qui provoque la famine et donc la disparition des pauvres avant celle des élites, soit la surconsommation nous amène à l'épuisement des ressources. Vous m'avez complètement angoissé ce matin, Rudy. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour empêcher la fin de notre civilisation? Oui, déjà on peut regarder le morning, ça peut aider. Il n'y a pas de vidéos de petits chats là. On peut regarder des vidéos de petits chats. Bon, en tout cas, ça peut aider à supporter la fin de la civilisation. Mais ça sera aussi la fin des vidéos de chats. Non, il y a une solution, elle existe. Et en fait, c'est même en réalité le message de cette étude que beaucoup contestent. Mais le message que porte cette étude, c'est qu'il faut vite changer de cap et de manière sérieuse. C'est pas forcément en triant nos déchets qu'on va y arriver, mais c'est en luttant efficacement contre le réchauffement climatique. Donc c'est un appel aux élites, organiser les ressources d'une manière différente, plus équitable, c'est une urgence, et que les élites donc ne semblent visiblement pas sentir. Certains sur le net trouvent évidemment cette étude ridicule. Certains sites de sciences l'ont contestée, mais comme elle est estampillée quelque part NASA, elle a fait beaucoup de bruit. Son gage de sérieux. Voilà, mais c'est un cofinancement, c'est pas forcément la NASA qui a aidé financièrement une équipe de scientifiques, l'équipe donc du professeur que j'ai cité tout à l'heure. Donc c'est une étude purement mathématique, purement théorique, et les gens qui servirait peut-être seulement à réveiller les consciences. Ben voilà, c'est ça, c'est qu'il y a un message, et puis surtout certains avancent le fait que certes les Mayas, certes les pharaons se sont effondrés, mais ils n'avaient pas la technologie qu'on a qui peut rattraper aussi certaines erreurs humaines. Donc voilà la réponse en fait dans 15 ans. On va voir s'ils se sont trompés ou pas. Voilà. Vous avez, et bonne journée. Voilà, bonne journée. Vous vous sentez angoissé à l'idée de la fin de notre civilisation? Je sais pas vraiment en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas tellement d'éléments. En fait, on basculerait dans une autre civilisation. Ce n'est pas forcément la fin. Ça serait en fait la fin des êtres humains, c'est ça? Non, pas du tout. Ah, ça serait juste la fin de la civilisation de telle qu'on la connaît, voilà, en Occident, telle qu'on l'a construit depuis à peu près 200 ans. D'accord. Allez, on va passer au cinéma, justement, pour continuer de parler de cette fin du monde. C'est un thème récurrent, finalement, dans le cinéma. On l'a vu avec des grosses productions hollywoodiennes, et on le voit aussi depuis toujours avec une interprétation plus subtile de cette fin du monde avec le cinéma d'auteur. Exactement. Alors, on a les films qui sont pré-apocalyptiques et les films qui sont post-apocalyptiques. Et alors là, Rudy, on a absolument tous les scénarios, tout ce que vous pointiez du doigt. Les problèmes écologiques sont, eux, retranscrits avec des scénarios complètement exagérés, des vagues gigantesques qui vont emporter tout sur leur passage. Vous parliez des écarts riches-pauvres, alors là on représente les pauvres comme des zombies ou autres extraterrestres. La fin du monde, c'est une source intarissable d'inspiration. Pour une petite note d'histoire, Hollywood a commencé à nous offrir ses premiers films qu'on appelle les disaster movies dans les années 50. C'était un moment où l'Amérique était bien dans la peur du communisme, la peur du rouge, la guerre des mondes en 1954. En 1954 donne le ton. Là, c'est une invasion extraterrestre qui va faire peur notamment à Sean Connery. Le film est réalisé par Byron Askin. Et donc là, on voit vraiment cette peur du communisme, cette peur de l'invasion communiste. On est en pleine guerre froide aux États-Unis. Ça donne lieu à un certain nombre de films, à une série de films qui mettent en scène une invasion des États-Unis. Et il faut le dire aussi, à l'époque, les États-Unis, ce qui conduirait à la destruction des États-Unis, conduirait à la destruction, bien évidemment, du monde, puisque c'est comme ça qu'il se place à l'époque et peut-être un petit peu encore aujourd'hui. J'ai fait du coup une petite sélection du meilleur des films de fin du monde, d'abord avec les deux bons classiques qu'il faut voir ou revoir. La dernière vague de Peter Weir, on se rappelle en images. Hasn't the weather been strange? Bad dreams. Are you serious? Why didn't you tell me there were mysteries? This man had a dream, a forbidden vision that becomes a living nightmare.
What are dreams? The way of knowing things. Oui, c'est la fin du monde, mais les brushings sont impeccables quand même. Des effets spéciaux désirables aussi. Parce que la bande-annonce était en anglais, c'est l'histoire d'un avocat de Sydney qui voit sa vie basculer lorsqu'il s'empare d'une affaire liée à un crime aborigène cachant de sombres prémonitions apocalyptiques. Là, on est donc dans la prémonition, chose qui n'est pas mise en scène dans Silver Globe d'Andrzej Zulawski, qui n'est pas du tout une prémonition, qui est plutôt une sorte de rêve du réalisateur. Ça contient quelques-unes des visions apocalyptiques d'apocalypse les plus fortes jamais vues sur un écran de cinéma. On en voit quelques extraits juste à mes côtés en ce moment. Alors là, on s'imagine une humanité reconstituée sur la Lune qui va s'entre-déchirer. Une autre version de la fin du monde selon donc Andrzej Zulawski, qui était à l'époque l'un des plus grands réalisateurs au monde. Les images de Zulawski et sa vision de la fin du monde, ça vous évoque quoi, Rudy, tous ces films-là? Pourquoi ça marche finalement? C'est très anxiogène. Parce qu'on aime se faire peur, évidemment, et voilà. Et puis après, il y a toujours une bonne petite morale. On sort de la salle de ciné en disant je vais trier mes déchets. Par exemple. En gros, c'est ça. Mais ça me rappelle un autre film sur la fin des civilisations qui était assez intéressant, qui était peut-être de Klapisch, où c'était en Paris ensablé en 2050, et c'était ça. C'était une civilisation qui avait rendu l'âme et qui s'est transformée dans un vieux Paris. Mais justement, je suis sûre qu'en regardant cette chronique, beaucoup de gens se disent « Ah oui, mais il y a aussi ce film, il y a aussi ce film, il y a aussi ce film », parce qu'évidemment, on a le droit à un blockbuster du genre à peu près tous les ans. Chaque année. Chaque année, on a le droit à ce blockbuster. Depuis Independence Day, en 1997, puisque c'est le film qui vient aussi à la tête des gens avec Will Smith, l'invasion extraterrestre, la Maison Blanche qui se détruit avec des rayons laser extraterrestres. On parle du 2 ? On parle du 2 dans lequel Charlotte Gainsbourg va elle-même jouer. Will Smith ne sera pas de retour dans ce Independence Day numéro 2. Will Smith qui a incarné aussi Je suis une légende, un remake d'un célèbre classique américain. Un autre remake va faire du bruit cette année, c'est le remake de Mad Max, qui est certainement l'une des visions post-apocalyptiques les plus extraordinaires, les plus coups de poing jamais vues au cinéma. À l'époque, c'était Mel Gibson qui incarnait le rôle principal. Cette fois-ci, c'est sous les traits de Tom Hardy que le héros revient. On regarde ça tout de suite en images. My world is fire and blood. Everything is dependent on oil. We are killing for gasoline. The world is almost out of water. Water. Now there's the water wars. Here they come again. Everybody's gone out of their mind. You're not the only one, Max. Out here, everything hurts. You want to get through this? Do as I say. Now pick up what you can and run. Voilà, Hollywood est quand même trop fort pour ça. Hein. Évidemment, on se rappelle du premier, donc, qui était déjà réalisé par George Miller et qui avait, le premier, inspiré énormément un autre réalisateur, c'était Kevin Reynolds pour le film Waterworld, qui avait fait un gros flop à l'époque en salle, où là, en fait, le monde de Mad Max se transformait finalement en monde aquatique, avec un Kevin Costner qui avait des palmes et des ouïes. C'est une vision post-apocalyptique qui était pourtant extrêmement bien mise en scène, qui était, selon moi, assez gracieuse et qui reste tout de même finalement un classique et qui n'a pas finalement mal vieilli. Je l'ai revu il n'y a pas très longtemps et je conseille d'ailleurs à nos téléspectateurs de le revoir pour pas rester sur cette idée négative d'un film qui n'avait pas franchement marché. Qui n'avait pas franchement pas beaucoup de succès. Alors on a vu toutes ces grosses productions hollywoodiennes qui traitent de la fin du monde, mais le cinéma d'auteur, on l'a dit, le fait aussi de façon plus poétique, peut-être plus subtile. Alors dans le film d'auteur, ce qui est assez étrange, c'est qu'effectivement dans le film hollywoodien, on voit quelque chose de très coup de poing, de très visuel, effets spéciaux, etc. Dans le film d'auteur, la fin du monde inspire toujours autant, mais plutôt du côté psychologique. D'ailleurs, les deux classiques du genre
sont des thrillers psychologiques dans lesquels l'apocalypse va arriver. Mélancolia de Lars von Trier qui lui met en scène un fantasme a priori qui finalement va devenir réalité. C'est une véritable angoisse. La peur intime des personnages est retranscrite. Autre film qui retranscrit cette peur intime, c'était Take Shelter, où là, on est toujours dans le thriller psychologique, on est dans l'effondrement d'un foyer américain avec un homme qui est terrifié par cette fin du monde. On va regarder ça ensemble avec le merveilleux Michael Shannon dans le rôle principal. I think that's the best compliment you can give a man. Take a look at his life and say, that's good. I love you. Bye. What's the matter with you, Curtis? It sounds like thunder. What sounds like thunder? I've been having these dreams. They always start with a kind of storm. Missed you at church this morning, Curtis. Thinking about cleaning up that storm shelter out back. Voilà, donc il y en a absolument pour tous les goûts du gros blockbuster au film d'auteur. La fin du monde plaît à absolument tous les cinéastes. Voilà, on espère qu'on ne vous aura pas trop angoissé ce matin. Non, c'était le morning le plus anxiogène de l'histoire, mais à part ça, tout va bien. En tout cas, on a été ravis d'être avec vous. Merci beaucoup Laetitia, merci Rudy et merci à vous de nous suivre tous les matins en direct depuis Tel Aviv. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Passez un bon week-end et surtout, portez-vous bien.